Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de reprendre avec vous l'étude de cas consacrée à l'indépendance des Indes britanniques. Donc, je rappelle, c'est l'étude de cas qui marque le début de la leçon sur la décolonisation. Il s'agit en fait de montrer à travers un exemple de colonie qui devient indépendante, ben, justement, expliquer ce processus d'indépendance. Donc, j'ai choisi une étude de cas sur l'indépendance de ce qu'on appelle les Indes britanniques pour deux raisons. Un, l'Empire britannique, c'est le principal empire colonial dans le monde, hein. L'Empire colonial français est le second en termes de superficie. L'Empire britannique, c'est le plus étendu et le plus peuplé. Et deux, parce que bah, les Indes britanniques, c'est la principale colonie du Royaume-Uni. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est, comme vous le voyez à l'image, je vais utiliser le schéma que je vous avais proposé dans la trace écrite. Alors, le schéma, cette fois, il est complété. Je vais reprendre également la vidéo que je vous avais proposé de regarder pour essayer de compléter la carte mentale sur l'indépendance des Indes. Et puis, je vais apporter des précisions à tout ceci. Donc, dans un premier temps, on va regarder ensemble un petit morceau de la vidéo pour essayer de reprendre la question des causes de la décolonisation des Indes britanniques. Donc, je repasse le petit morceau de vidéo qui en parle. Ok. Dans la nuit du 14 au 15 août 1947, les 12 coups de minuit mettaient donc fin à 2 siècles de domination britannique. Un combat pour l'indépendance lié bien sûr à l'apôtre de la non-violence, le Mahatma Gandhi. Philippe Pécoul, pardon. Ces épaules de vieillard ont porté 400 millions d'âmes vers leur indépendance. 17 ans de fardeau. Gandhi n'est qu'un juriste de Bombay, vague théoricien d'une politique par la non-violence, lorsqu'il entre dans l'histoire en 1930. Cette marche secoue le joug colonial. Avec lui, des milliers d'Indiens osent braver la loi britannique qui leur interdit la simple collecte du sel. Malgré la répression, plus rien désormais n'arrêtera ce peuple éveillé à la désobéissance civile. Une guerre d'usure, une guerre sans armes et victorieuse. Donc, si on reprend un petit peu la vidéo et le schéma, les causes de la décolonisation des Indes britanniques, en fait, elles se retrouvent dans l'existence de ce qu'on appelle le nationalisme indien. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où les Britanniques ont conquis les Indes, hein, on va dire qu'au début du 19e siècle, ça y est, les Indes sont conquises. Dès cette époque-là, plus ou moins, il existe déjà des mouvements de contestation en Inde de la présence des Britanniques, contre la présence des Britanniques. Et donc, en fait, ce nationalisme indien, il va petit à petit, on va dire, se manifester, il va se renforcer, et en particulier, il y a un personnage qui incarne ce nationalisme indien. Ce personnage, c'est Gandhi. D'accord. Alors Gandhi, c'est qui? Rapidement, Gandhi, c'est un avocat indien qui a fait ses études en Angleterre et qui, lorsqu'il va revenir vivre en Inde à partir de 1915, va petit à petit consacrer la plupart de sa vie à la lutte pour l'indépendance de l'Inde vis-à-vis des Britanniques. Donc Gandhi est quelqu'un qui va adopter un mode de vie 100% indien, si vous voulez, pour refuser l'influence des Britanniques. C'est ce qui illustre cette photo très célèbre de Gandhi, où justement on voit qu'il utilise ce qu'on appelle un rouet. Un rouet, c'est un outil traditionnel indien qu'on utilisait pour tisser, si vous voulez. Et donc par cette image, en fait, si vous voulez, c'est une manière de Gandhi, c'est une manière pour Gandhi de refuser, par exemple, l'utilisation des machines que les Britanniques avaient importées en Inde. Alors Gandhi s'illustre en particulier par de nombreuses actions non violentes. Il est quelqu'un qui va prôner ce qu'on appelle la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'il dit en gros, si on veut faire pression sur les Britanniques, il ne faut plus obéir de manière pacifique aux Britanniques. Et donc par exemple, une de ces actions non violentes les plus célèbres, c'est ce qu'on appelle la marche du sel. Il existait une loi prise par les Britanniques, une loi en fait qui interdisait aux Indiens de récolter gratuitement le sel qu'on va retrouver à l'état naturel au bord de mer. En fait, les Britanniques voulaient s'accaparer la vente du sel, comme ça les Indiens ils étaient obligés d'acheter le sel et donc de payer pour le coup un impôt, une taxe pour les Britanniques. Gandhi et les nationalistes indiens trouvent cette loi injuste, donc du coup Gandhi en 1930, pendant un mois, va marcher à peu près 400 km pour se rendre sur les bords de l'océan Indien et va symboliquement récupérer en fait un peu de boue salée, symbole de sa désobéissance, si vous voulez, aux lois britanniques. Et donc il va lancer dans sa vie plusieurs campagnes de ce type-là,
où il va inciter par des grèves de la faim, par des boycotts des produits britanniques. On va essayer de faire pression on va essayer de faire pression sur les Britanniques pour qu'ils quittent l'Inde, d'accord? Donc, comment répondent les Britanniques à tout ça? Ben, on l'a vu sur la vidéo, et ils répondent à tout ça par la force. Gandhi, la répression est souvent violente, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des manifestations, on n'hésite pas à tirer, hein, à balles réelles, on n'hésite pas à frapper les manifestants. Il y a des manifestations qui dégénèrent énormément, où des fois vous pouvez avoir plusieurs centaines de morts, hein, carrément. Gandhi lui-même fera souvent dans sa vie des tours en prison, hein. Par exemple, entre 1922 et 1924, il va faire 2 ans de prison. Entre 1942 et 1944, il va faire 2 ans de prison également, etc. Suite à la marche du sel, là, il fera 6 mois en prison, bon, etc. Donc, du coup, on a une violence orchestrée par les Britanniques. Mais, comme on le voit sur le schéma, ceci va entraîner en particulier une montée de la contestation, et en particulier ce qu'on appelle le Quit India. C'est ce qu'on voit à un moment donné sur la vidéo. On voit un graffiti qui a été fait sur le mur. Tout simplement, pendant la Seconde Guerre mondiale, Gandhi demande dans un discours célèbre, il demande tout simplement aux Britanniques de partir de suite des Indes. Alors pour les Britanniques, la situation elle est compliquée, parce qu'à ce moment-là, on est en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, que les Britanniques ils ont besoin des soldats indiens pour se battre contre les Japonais en Asie de l'Est. D'accord, il y a quand même 1,5 à 2 millions de soldats indiens qui font la guerre. Donc du coup, si vous voulez, il y a une espèce d'accord qui est passé entre les autorités britanniques et les nationalistes indiens pendant la Seconde Guerre mondiale. En gros, vous nous aidez pendant la Seconde Guerre mondiale, en contrepartie, après la Seconde Guerre mondiale, on vous donnera l'indépendance. Et en quelque sorte, c'est ce qui va se passer. Donc, on regarde la suite de la vidéo, et puis on va voir un petit peu comment va se dérouler cette indépendance. Victorieuse. Lord Mountbatten sera donc le dernier vice-roi des Indes. Avec Gandhi, il prépare le retrait de la couronne, qu'il annoncera lui-même au Parlement indien. En ce jour historique où l'Inde prend sa place de nation libre et indépendante au sein du Commonwealth, dans le monde entier, tous les amoureux de la liberté voudront partager vos réjouissances. Cette nuit-là, pour le premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, l'Inde a rendez-vous avec son destin. Cette nuit-là, le soleil se couche sur l'Empire britannique. Mais cette nation naît dans la douleur. Un musulman inflexible, Ali Jinnah, arrache aux Anglais la partition du nord de l'Inde, le Pakistan. Alors du coup, si on revient sur ce qui a été dit, en fait, il faut voir que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voit ici la contestation nationaliste a augmenté, c'est-à-dire qu'en gros, les Indiens radicalisent leur position et disent bon, maintenant aux Britanniques, vous partez. Et puis de l'autre côté, il y a un autre problème, c'est-à-dire que cette colonie devient de plus en plus instable, parce que comme vous le voyez ici, il y a une opposition de plus en plus forte entre les hindous et les musulmans. D'accord, parce que dans les Indes britanniques, il n'y a pas que des hindouistes, il y a aussi des musulmans, il y a d'autres religions également qui sont un peu plus minoritaires, et il y a des affrontements très durs entre ces communautés religieuses. Par exemple, ici en 1946, vous aviez une manifestation qui avait été organisée à Calcutta, une des principales villes, et si vous pouvez voir, à la suite de ces manifestations, il y a eu à peu près 10 000 morts. Ici, vous pouvez voir les cadavres en décomposition qui ont été laissés dans la rue, vous pouvez voir les vautours qui viennent se repaître de ces cadavres, donc c'est pas une photo extrêmement réjouissante. Néanmoins, ça existe, et tout simplement pourquoi? Parce que en fait, les musulmans, et en particulier un de ces musulmans, Ali Jinnah, qui est le leader de ces musulmans, vont tout simplement réclamer l'indépendance, mais en créant un pays pour les musulmans. Donc ici, vous avez cette photo célèbre, je crois que vous pouvez la retrouver sur votre livre également, où on voit en fait les acteurs de l'indépendance indienne. Donc ici vous avez le représentant des Britanniques, c'est Lord Mountbatten, qui est vice-roi des Indes, qui en gros est un membre de la famille royale, c'est un cousin de la reine d'Angleterre, de la future reine d'Angleterre, Elisabeth II. Vous avez ici Nehru, qui est le leader des nationalistes indiens après Gandhi, si vous voulez. Et puis ici en particulier, vous avez Ali Jinnah, qui lui est le leader des nationalistes indiens, mais les nationalistes indiens musulmans, d'accord? Alors lui, Nehru, il aurait bien aimé en fait que le pays reste uni. Lui, il veut un pays plutôt pour les musulmans, d'accord? Donc du coup, en fait, c'est pas un seul pays qui va naître de l'indépendance de l'Inde le 14-15 août 1947, mais ce sont 2 pays qui vont apparaître. Donc si on regarde la carte, ça va donner ceci. On va avoir
l'Union indienne, ici qu'on appelle l'Inde traditionnellement, donc un État à majorité hindoue, c'est-à-dire hindouiste, et puis on a un État divisé en deux, ce qui ne rend pas les choses pratiques, qu'on va appeler le Pakistan, qui lui va être un État à majorité musulmane. D'accord ? Et donc cette indépendance, donc, elle se fait pacifiquement, elle se fait par la négociation. Il n'y a pas de guerre entre les Britanniques et les nationalistes indiens. Par contre, cette indépendance, avec cette partition, cette division de l'Inde en deux pays, entre un pays majoritairement hindou et un pays majoritairement musulman, va provoquer des affrontements importants. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Un frère est né dans la même nuit, un frère ennemi. Les musulmans au nord, les hindous vers le sud, plus de 10 millions d'Indiens se lancent dans un chassé-croisé meurtrier. Entre 500 000 et 2 millions d'entre eux mourront en chemin, massacrés sur les routes. Gandhi, lui, meurt sous les balles d'un fanatique alors que la première guerre indo-pakistanaise fait rage. 50 Donc, si on reprend ce que dit la vidéo, la situation en fait elle est compliquée. Un, d'abord, donc on l'a dit, cette colonie va être divisée en deux pays. Deux, ça va provoquer des déplacements violents de millions de personnes. Donc, des millions de personnes, donc je remontre une image qu'on voyait dans la vidéo, c'est un déplacement de personnes qui est gigantesque, c'est entre 10 et 15 millions de personnes qui vont devoir changer de pays. En gros, ça veut dire quoi? C'est ce que vous voyez sur les flèches, c'est-à-dire que vous avez ici dans le Pakistan, vous aviez des hindous qui vont devoir partir dans l'Union indienne, et ici dans l'Union indienne, vous avez des musulmans, eux qui vont choisir de partir vers le Pakistan. D'accord. Donc du coup, vous avez un chassé-croisé de population qui va se faire, et dans ce chassé-croisé, vous pouvez le voir ici sur la carte, avec ce petit éclat, vous allez avoir des violences importantes. Dans la vidéo, il parle de 500 000 à 2 millions de morts, alors c'est difficile à estimer. Bon, le chiffre qui est souvent retenu, c'est plutôt 500 000 morts, ce qui n'est pas un petit chiffre. 500 000 morts, je le rappelle, c'est plus que la bataille de Verdun, par exemple, qui est un point de comparaison intéressant. La bataille de Verdun, c'est à peu près 300 000 morts. Okay. Donc des affrontements extrêmement violents entre les deux populations. Gandhi va payer lui aussi cette division de l'Inde, parce que Gandhi, qui est un apôtre de la non-violence, du pacifisme, est quelqu'un qui appelle à la paix entre les hindous et les musulmans, et donc vous avez un extrémiste hindou qui l'assassine fin janvier 1948. D'accord. Au final, quelques mois après la signature de l'indépendance de l'Inde, les deux nouveaux pays qui viennent d'apparaître, donc l'Union indienne et le Pakistan, vont se faire la guerre. D'accord. Donc l'indépendance a été signée en août 1947. Quelques mois plus tard, en octobre 1947, donc on est 2 mois plus tard, il y a une première guerre entre l'Inde et le Pakistan à propos de cette région qui est située ici, qui s'appelle la région du Cachemire, en fait, parce que le tracé de la frontière ne convient ni à l'Inde ni au Pakistan. Donc il y a une première guerre entre les deux, une guerre qui va durer plus ou moins 1 an. Il y en aura 2 autres qui suivront dans les années suivantes. Donc on voit, si on conclut sur cette étude de cas, une indépendance qui s'est faite pacifiquement, grâce à l'affirmation du nationalisme indien dont le leader était Gandhi. Mais une fois que l'indépendance a été signée, on voit que les violences ont été importantes sur le territoire des Indes britanniques, en tout cas des anciennes Indes britanniques. Voilà pour aujourd'hui.